Je vous propose de passer la main à Monsieur Boris Cyrulnik qui va du coup faire le mot de la fin, la conclusion. On est très heureux et fiers de l'accueillir parmi nous en visioconférence. Les mots de la conclusion, ça ne va pas être facile parce qu'il y a eu des débats passionnants et nécessaires. Mais pourtant, les idées évoluent. Au XVIIIe siècle, on débattait essentiellement faut-il baptiser les enfants ou ne pas les baptiser. On ne s'intéressait aux nouveau-nés qu'en fonction du baptême parce qu'un enfant sur deux mourait dans la première année et il fallait savoir. Certains disaient c'est pas la peine de le baptiser parce que sinon il faudra porter le deuil, et d'autres au contraire disaient il faut le baptiser dans l'utérus pour justement porter le deuil. Alors les idées ont évolué quand même, mais au XXe siècle, on faisait naître en Occident le psychisme des enfants le jour de sa naissance. Or, on sait maintenant que ça commence bien avant. Et puis surtout, je fais partie d'une génération où on nous apprenait que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Donc, ça s'est passé en 2 générations. En 2 générations, l'enfance vient de renaître et on débat autrement. Et on constate que lorsque la niche sensorielle autour d'un enfant est riche en affection, en mots, en interaction, l'enfant, le cerveau de l'enfant se développe extrêmement bien, et ça maintenant, en neurosciences et en neuroimagerie, on le dose et on le photographie. On photographie comment le fait d'entourer un enfant avec des gestes et avec des mots et avec des sourires stimule certaines zones cérébrales et modifie la fonction et même la structure cérébrale. Ce qui veut dire que on a une responsabilité extrêmement précoce parce que lorsque une partie de notre population d'enfants devient illettrés, ils seront malheureux toute leur vie et ils coûteront extrêmement cher à la société. Alors que, au contraire, lorsqu'on organise autour d'un enfant un investissement affectif, verbal, social, comportemental autour de l'enfant, c'est-à-dire, je vais reprendre ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire le village africain, la maison des 1000 jours. Certaines sont déjà en fonction. À Arras, il y a une très belle maison qui fonctionne avec une association de parents qui prennent la parole et qui sont acteurs de cette maison. Amboise et d'autres maisons sont déjà en chantier, qui montrent que lorsque on entoure ces enfants, les parents et les enfants participent à l'éducation et au développement de leurs enfants. Ce qui veut dire que ces 1000 premiers jours constituent une période sensible du développement des enfants. Le bouillonnement cérébral est tellement faramineux que un petit stress peut altérer le développement, mais la résilience neuronale est extrêmement facile à déclencher puisqu'on a fait des observations qu'un enfant insécurisé ou abandonné est très altéré, mais que plus on s'en occupe tôt, plus le cerveau se remet à fonctionner vite et l'enfant reprend un bon développement. Et bien sûr, plus on attend, ça reste possible, mais plus on attend, plus ça sera laborieux. Donc ça veut dire que si ces 1000 premiers jours sont bien organisés, affectivement, comportementalement et verbalement et socialement, tout ce qu'on a dit ce matin, les enfants seront bien partis dans l'existence. Ça ne veut pas dire que c'est gagné pour l'existence, parce que la vie n'est pas toujours facile, mais les traumas sont fréquents, à peu près 30 à 40% de la population d'après l'OMS, mais les épreuves sont inévitables. Or, un enfant bien parti affrontera ces épreuves parce qu'il aura acquis une estime de soi et une confiance en soi. Donc cet investissement, alors qu'un enfant mal parti dans l'existence, il sera très altéré, mais si on intervient très tôt, le plus tôt possible, même avant la parole, et la fonction de la parole commence dans l'utérus, où les basses fréquences de la voix maternelle caressent la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, donc la parole, c'est une construction constante avant d'arriver à la parole adulte, c'est-à-dire au cours de la 3e année.
Or, cet investissement des 1000 jours est donc important. C'est une période sensible et c'est une bonne affaire parce que lorsque l'attachement participe à l'éducation, et l'attachement, c'est une théorie intégrative que demandent tous les métiers de la petite enfance. Avant, on nous demandait de choisir son camp. La biologie explique tout, mais non, monsieur, non, madame, c'est la psychanalyse qui explique tout, mais non, sûrement pas. C'est la sociologie qui explique tout, mais non, sûrement pas. Il y a des enfants de meilleure qualité cérébrale que d'autres. C'est ça qui explique tout. Toutes ces théories ont été défendues. Eh bien, l'attachement intègre des données différentes pour en faire un raisonnement écosystémique. Et là, on se rend compte que lorsqu'on fait converger les connaissances, eh bien, on améliore le comportement des enfants, l'apprentissage des enfants et le bien-être des parents et le bénéfice de la société. Mais maintenant, en 2021, les femmes sont nouvelles, donc les mères sont nouvelles, donc les pères sont nouveaux, donc les enfants seront nouveaux. Et cette première niche sensorielle, elle commence très tôt. Et déjà dès 1950, notre maître John Bowlby disait que le système familial le plus protecteur, c'est une organisation familiale avec 6 à 8 figures d'attachement. Or, on voit qu'en 1945, il y avait en France presque 300 000 orphelins. L'évolution de ces enfants a été statistiquement bonne. Il y a eu des tragédies, évidemment, il y a eu des mauvais développements, évidemment, mais populationnellement, les enfants ont repris un bon développement. Et quand je parlais avec des dames âgées, le métier d'éducateur n'existait pas en 1945, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer des dames très âgées qui disaient, ces enfants, c'est du gâteau. Et les jeunes éducatrices étaient stupéfaites d'entendre cette phrase parce qu'aujourd'hui, à l'aide sociale à l'enfance, il y a à peu près le même chiffre, 300 000 enfants, mais le développement est très difficile parce qu'on fournit à l'aide sociale des enfants déjà altérés par un départ dans la vie difficile. On n'est pas intervenu assez tôt. Et lorsqu'on fournit ces enfants altérés, eh bien, les éducateurs de l'aide sociale à l'enfance sont très motivés, mais pas assez nombreux, beaucoup trop de démarches, de papiers à remplir, et surtout une formation hétérogène. Or, tous ces métiers de la petite enfance sont demandeurs de théorie de l'attachement qui intègrent des données différentes, qui associent des disciplines biologiques, affectives, psychologiques et sociales, et même artistiques et spirituelles. Donc ça veut dire qu'on sait ce qu'il faut faire pour essayer d'obtenir un bon développement. L'aide sociale à l'enfance coûte un prix faramineux, je ne garantis pas le chiffre, mais je crois que c'est 12 milliards d'euros par an, et on sait ce qu'il faut faire pour améliorer et rendre plus efficace l'argent. Ça a été fait. On sait que dans les pays d'Europe du Nord, au Québec et d'autres communautés, ont amélioré les 1000 premiers jours. La mère, inévitablement, c'est la figure d'attachement primordiale, mais près de la mère, et beaucoup plus tôt que ce que la psychanalyse nous avait enseigné, la présence du père. Sauf que maintenant, les nouvelles structures familiales font que le mot père désigne on ne sait plus quoi. Est-ce que c'est l'amant? Il y a beaucoup de cultures qui considèrent que c'est pas l'amant et que c'est pourtant un père. Dans notre propre culture, un beau-père peut s'attacher à l'enfant si l'enfant lui reconnaît sa place de père. Et est-ce que s'il y a un troisième beau-père, est-ce que c'est encore un père ou est-ce que c'est un homme qui s'occupe de moi, qui vient chez ma mère? Et donc, on voit que Maurice Godelier vient de publier un livre bouleversant disant que les structures de parenté sont en train de se diluer et donc ça explique beaucoup de troubles du développement. En Europe du Nord, où ces structures de parenté sont renforcées par la mère inévitablement, le deuxième parent, qui peut être l'amant, qui peut être un homme, qui peut être la grand-mère, qui peut être une autre femme, et qu'on appellera père ou deuxième parent, eh bien on constate que à l'adolescence, le nombre de suicides en 10 ans a été diminué de 40%, que les psychopathies, qu'on appelle aujourd'hui les incivilités, ont énormément diminué et au Danemark, la coopération des hommes avec la petite enfance
améliore la fonction des couples et améliore le développement des enfants, et ça a été très bien évalué. Donc ce matin, on a commencé notre réunion avec Esther Duflo qui a, comme d'habitude, très bien posé le problème. Et je voudrais simplement terminer par une prédiction, c'est-à-dire qu'il faut absolument introduire les théories de l'attachement dans tous les métiers de la petite enfance, les assistantes maternelles, les asthmates, les éducatrices de jeunes enfants, tous les gens et les parents qui s'intéressent beaucoup dans les IPE, Institut Petite Enfance que j'ai monté. Il y a des femmes à la retraite qui viennent suivre ces cours tellement elles sont encore passionnées par la petite enfance. Il faut abandonner le savoir fragmenté pour s'entraîner à raisonner en termes écosystémiques. Or, on sait maintenant que si est développée la formation continue, et on sait maintenant que si on réorganise les niches sensorielles de l'utérus, des bras de la mère avec le père et du développement de la parole, des prérequis de la parole, à la 3e année, beaucoup d'enfants seront des bien partis dans l'existence et en cas de malheur, ils seront plus faciles à aider. Voilà à peu près tout ce que j'ai eu l'occasion d'apprendre en écoutant depuis ce matin des interventions passionnantes. Moi, je voudrais adresser un immense merci à Boris Cyrulnik et à l'ensemble des speakers qui nous ont offert des débats de très haute qualité. Vraiment, je leur suis très reconnaissant au nom de tous les organisateurs, donc le plus important, mais aussi Gribouillis et du MIAM. Je voudrais remercier Catherine Lelièvre d'avoir animé ces débats, Daniel Lenoir aussi. Je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont pris des congés pour pouvoir assister à ce colloque, soit en présentiel, soit en distanciel. J'y suis extrêmement sensible. Nous y sommes extrêmement sensibles, tous les organisateurs, et merci d'être venus. Et évidemment, du coup, compte tenu du succès de ce colloque, je crois qu'on a été plus de 400 aujourd'hui, remercier tout particulièrement des épaules et des ailes, la Fondation qui nous a soutenus pour rendre possible ce colloque. Voilà. Et un dernier mot pour Catherine Deroche, donc la présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui nous a accueillis et qui a parrainé et présidé ce colloque. Je vous souhaite une belle journée et vous indique que ce colloque sera disponible dès les prochains jours en replay, à la fois vidéo et podcast et audio sur les réseaux sociaux. Et que nous allons, comme je l'ai indiqué, poursuivre la discussion par de nouveaux ateliers de travail pour non seulement tenir compte de ce qui a été dit aujourd'hui, mais essayer de rendre encore plus concrètes les propositions que nous avons déjà commencé à formuler dans le livre blanc sur investir dans les professionnels de la petite enfance pour développer le potentiel de tous les enfants. Encore merci à vous et à bientôt. Et un mot pour l'équipe technique aussi, qui a fait un travail remarquable pour permettre un colloque en hybride. Merci.